Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Alors aujourd'hui, on va parler bien sûr de ce qui fait beaucoup parler depuis quelques semaines, c'est-à-dire de l'inflation, des taux d'intérêt et de leur impact potentiel sur les marchés boursiers. Alors depuis maintenant plusieurs mois et même plusieurs années, il existe deux camps dans le monde financier. Il y a ceux qui croient en un retour de l'inflation et ceux qui n'y croient pas. Parmi les arguments de ceux qui croient au retour de l'inflation, il y a bien sûr en argument numéro 1 l'afflux de liquidités des banques centrales, mais aussi des plans de relance massifs, notamment celui de Biden. Donc ça, c'est bien sûr le premier argument. On a aussi, à court terme, le rebond économique post-Covid, un rebond qui est mécanique, avec une remontée des prix des matières premières, mais on a aussi des facteurs beaucoup plus long terme. On parle aussi de tensions salariales dans les pays en voie de développement, notamment avec une baisse future de la démographie. On aura peut-être, en tout cas c'est ce qui est anticipé, des tensions salariales sur certains métiers. Et on parle aussi dans les pays développés, Europe, États-Unis, du vieillissement de la population qui va désépargner pour consommer, donc qui va potentiellement pousser les prix vers le haut. Et on a aussi, de la même manière à long terme, les coûts de la transition énergétique. Pour ceux maintenant qui pensent que l'inflation restera basse, les arguments sont principalement que tous les facteurs inflationnistes sont des facteurs très court terme, sont vraiment conjoncturels, c'est ceux liés à la reprise Covid et qui ne vont pas durer. On va avoir une petite reprise de l'inflation pendant quelques mois, mais ça va vite se terminer. En fait, leurs arguments, c'est que les anciennes théories économiques, elles ne marchent plus et qu'en fait, il y a plus de lien entre injection de liquidités et hausse des prix, contrairement à ce que disaient les monétaristes, ou bien par exemple qu'on peut être au plein emploi sans hausse des salaires, contrairement à ce qu'on apprenait à l'école avec la courbe de Phillips. Et un des gros arguments pour dire que les prix ne vont pas réaugmenter, c'est l'augmentation de la productivité qui est amenée par la technologie qui va continuer à faire baisser les coûts de production. Alors pour lutter contre l'inflation, le remède depuis toujours, c'est d'augmenter les taux d'intérêt à court terme, et ça c'est le boulot des banques centrales. Enfin, c'est un boulot qu'elles ne font plus depuis longtemps, puisque l'inflation a disparu des radars depuis des années. On est bien loin des 2% d'inflation cible, et les banques centrales, elles peuvent booster l'économie en laissant les taux d'intérêt au plancher sans crainte de l'inflation. Enfin ça, c'était jusqu'à il y a quelques semaines, puisque l'inflation est redevenue au centre des préoccupations du monde financier. Alors la Fed avait prévenu qu'elle pouvait laisser filer l'inflation au-delà de 2% temporairement, donc ils ne sont pas obligés de réagir non plus au quart de tour. Mais voilà, la solution pour lutter contre l'inflation, c'est donc la hausse des taux court terme. Alors jusqu'en février, le consensus était clairement du côté de la disparition de l'inflation. Quand on entendait parler des économistes, des gérants, ils ne voyaient vraiment pas l'inflation comme un problème, donc ils ne voyaient aucune menace sur les taux, ils voyaient les taux bas de manière quasi éternelle, ce qui justifiait des valorisations très élevées pour les actions, pour les obligations ou bien pour l'immobilier. Mais très rapidement, on l'a vu, les anticipations ont changé. Les différents intervenants voient maintenant un risque sur l'inflation et ça s'est directement retranscrit dans les taux longs, surtout les taux américains qui sont repartis à la hausse. Et le camp des inflationnistes devient maintenant le plus nombreux. Alors si on écoute un petit peu ce qui se passe, on nous dit qu'on aurait le choix entre un scénario catastrophe qui serait un scénario de hausse des taux et puis un scénario beaucoup plus rose de maintien des taux bas. Et en fait, c'est pas vraiment mon point de vue. Ça fait bien longtemps que j'espère un retour à une courbe des taux plus normale. Je pense que ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde et je continue de penser, ça fait maintenant longtemps que je le dis, que les taux actuels, les taux maintenus à zéro, voire en dessous de zéro par les banques centrales, c'est vraiment dramatique. Et puis ça a un impact aussi sur les taux longs. Le quantitative easing a aussi un impact sur les taux longs et que pour moi, c'est vraiment une catastrophe pour l'économie. Alors pourquoi ? J'ai listé quelques raisons, mais si je me creusais un peu la tête, j'en trouverais, je pense, beaucoup d'autres. Alors d'abord, ces taux bas, ils maintiennent des projets ou des entreprises qui seraient non viables autrement, avec des taux un peu plus normaux. On a les fameuses entreprises zombies qui seraient déjà en faillite si les taux remontaient un tout petit peu, mais on a aussi des projets au sein des entreprises qui ne seraient pas viables, mais forcément, quand on peut emprunter de l'argent gratuitement, dès qu'on a un projet qui rapporte un minimum d'argent, finalement, il vaut le coup, il vaut même le coup en s'endettant. On le voit aussi dans le private equity, on le voit dans les startups, finalement, n'importe quelle startup presque devient viable quand on peut avoir de l'argent qui est gratuit. Autre problème de ces taux bas, ils incitent à trop d'endettement, et ça on le voit partout, on le voit du côté des États, on le voit du côté des entreprises, on le voit du côté des ménages. Donc on a un endettement qui est massif dans ces trois catégories, État, entreprise, ménage, et c'est ce qui fait qu'on a une économie qui est de plus en plus fragile. Ces taux bas, ils obligent aussi à surpondérer les revenus futurs par rapport aux revenus présents. On s'intéresse donc plus qu'aux entreprises
de croissance. Ça, c'est pour un aspect que j'expliquerai un petit peu plus tard, mais que j'ai déjà expliqué dans les vidéos. On a aussi une perte de confiance dans les monnaies. Alors, une perte de confiance qui n'est pas encore réellement là, mais on sent qu'elle est un petit peu sous-jacente. Et puis, on voit bien que voilà, tous les investisseurs dans le Bitcoin le savent, ou dans les crypto-monnaies en général. On est en train de rechercher, beaucoup de personnes sont en train de rechercher des alternatives aux monnaies fiat parce qu'ils voient bien qu'on ne peut pas en créer éternellement sans qu'elles ne perdent de valeur. Autre souci, c'est que ces taux bas, ils privilégient très fortement les hauts patrimoines, parce que ce sont eux qui peuvent s'endetter facilement, ce sont eux qui ont déjà beaucoup d'investissements, ce sont eux qui ont profité de la hausse de tous les marchés financiers, marchés immobiliers, l'art, etc., alors que de l'autre côté, les salaires, notamment les plus faibles, ne progressent plus depuis longtemps. Et un point qui concerne aussi surtout les investisseurs, c'est qu'avec les taux bas, il est impossible de diversifier. En fait, les actifs sans risque ne rapportent plus rien. Tout ce qui est actif refuge aussi rapporte rien. On est incité à tout mettre dans les actifs risqués et qui sont fortement corrélés entre eux, hein, que ce soit les actions, le bitcoin, les obligations à haut rendement, l'immobilier, etc. Tous ces actifs-là nous donnent en fait une espèce de fausse diversification. Donc vous voyez, vous l'avez bien compris avec cette liste-là, que je vois plutôt une hausse des taux long terme d'un bon œil. Alors bien sûr, il y a des risques. Le premier risque, c'est que ça fasse baisser les valorisations des entreprises. Alors je vous le rappelle parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet. Pour valoriser une entreprise, on va prendre ses flux futurs. Donc suivant les méthodes, on peut utiliser ses dividendes futurs, ses cash flows futurs ou bien ses résultats futurs. Et puis on les actualise, c'est-à-dire qu'on les ramène en euros ou en dollars d'aujourd'hui. Le principe, c'est d'utiliser un taux d'actualisation qui est très fortement basé sur les taux d'intérêt, et on va ramener donc ça en dollars d'aujourd'hui, et plus les taux sont bas, plus les revenus futurs sont quasiment valorisés de la même manière que les revenus actuels, et plus les taux sont élevés, plus on privilégie les revenus présents ou des prochaines années, les revenus court terme par rapport aux revenus long terme. Et si on anticipe donc une hausse des taux plus élevés, la valorisation va baisser, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors j'utilise le fichier Excel de Damodaran, que vous pouvez trouver sur son site internet. J'en avais déjà parlé, je ne sais plus, début janvier, où on avait fait une valorisation du S&P 500. Je vais reprendre l'exemple du S&P 500, donc de l'indice américain. J'ai mis à jour ici les prévisions de revenus pour le S&P 500 pour 2020, 2021, 2022, donc ils sont un tout petit peu plus élevés que la dernière fois. J'avais la dernière fois utilisé un taux sans risque à 1% à court terme et 2% à long terme. Et j'avais trouvé une valorisation, que le S&P 500 était survalorisé. Si je prends le S&P 500 aujourd'hui, il apparaît comme étant surévalué de 10%. On voit que les taux longs, les taux 10 ans américains sont passés plutôt autour de 1,50. Donc si on fait le test, on met 1,50 ici pour voir ce que ça donne en termes de valorisation, et on voit qu'en fait, ça fait extrêmement peu bouger la valorisation. On est passé de 10,1% de surévaluation à 10,8%. Là, j'ai uniquement passé les taux court terme, donc de 1 à 1,5%. Si je passe maintenant à 2%, on voit qu'on passe à une survalorisation de 11,5%. Donc, c'est pas non plus monstrueux. Si après, j'augmente le taux sans risque après 5 ans et que je le passe lui à 3%, là effectivement on tombe sur une survalorisation du S&P de 18%, ce qui est beaucoup, mais on a pris quand même des hypothèses beaucoup plus agressives dans taux court terme qui passerait à 2%, on n'est que 1,5% pour le moment, et puis avec un taux après 5 ans qui passerait à 3%. Donc on voit que finalement, l'impact des taux sur la valorisation de l'indice, c'est pas ce qui est le plus inquiétant. Pour moi, le risque le plus important, c'est surtout un risque de rotation des actions vers les obligations. Les investisseurs, ils ont traditionnellement une répartition 60% en actions et 40% en obligations. Alors si vous êtes investisseur depuis peu de temps, ça peut vous paraître bizarre parce que ça fait bien longtemps que les portefeuilles sont extrêmement surpondérés sur les actions, depuis que les taux sont manipulés par les banques centrales, depuis qu'elles rachètent toutes les dettes long terme des États et que les taux sur ces fameuses obligations d'État sont quasiment à zéro. Il y a ça a déserté beaucoup de portefeuilles, mais voilà, la norme, historiquement, ça a été le fameux 60-40, 60% actions et 40% obligations. Donc si on avait une hausse rapide des taux, ça pourrait inciter les investisseurs à retourner sur des portefeuilles beaucoup plus mixtes, actions-obligations. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais si les taux remontent rapidement, et ça ferait vraiment mal au marché actions.
Parce que là, on ne parle pas d'une petite différence de quelques pourcents en termes de valorisation, on parle d'énormes flux vendeurs avec des portefeuilles qui passeraient potentiellement de 90-10, 90% actions, 10% obligations, à peut-être 80-20, 70-30, donc vraiment des flux énormes qui sortiraient des marchés actions. Et pour que ça n'arrive pas, plutôt, une seule solution, c'est que la hausse des taux soit lente. Parce que le problème, c'est pas la hausse des taux en elle-même, comme je l'ai expliqué, je pense même qu'elle est souhaitable, mais il faut, pour que tout se passe bien, qu'elle soit lente. Parce que si elle est trop rapide, si on passe par exemple de taux américains 10 ans de 1% à 1,5% comme maintenant, puis à 2 et 3, si on est à 3%, on va avoir une rotation claire des actions vers les obligations. Si elle est beaucoup plus lente, ce que vont faire les investisseurs, c'est qu'ils vont attendre, parce que qui dit hausse des taux dit baisse des obligations, donc ils ne vont pas se précipiter pour acheter des obligations qui sont amenées à baisser dans les prochains mois. Ils vont attendre une stabilisation des taux à des niveaux un peu plus intéressants. Donc oui, si la hausse des taux est lente, les bourses baisseront, mais finalement pour repartir sur des bases beaucoup plus saines. Alors ce qui est important de surveiller maintenant, c'est pas forcément le niveau des taux. J'ai envie de dire que les taux, si on revient sur des taux un petit peu plus logiques, on va dire autour de 2%, c'est plutôt une bonne chose pour le marché à très long terme. Mais ce qu'il faut surveiller, c'est la vitesse de remontée sur ces niveaux-là. Si la vitesse est très élevée, alors on aura un gros risque de fuite des actions pour retourner vers ces actifs sans risque. Voilà, toujours intéressant parfois de prendre un petit peu de recul pour avoir une vision un petit peu macro. Surtout, moi j'aime bien régulièrement retourner sur des calculs de valorisation comme je viens de le faire là sur le S&P 500. Ça permet aussi de garder un petit peu les pieds sur terre. Ça permet aussi de se rappeler que oui, les taux sont importants, mais ils ne font pas tout non plus dans une valorisation. Il ne faut pas oublier que les résultats des entreprises, notamment les entreprises américaines, sont plutôt bons, voire même très bons. Donc aujourd'hui, j'ai plus un problème sur le marché action de flux, j'ai plus peur de flux sortants sur les marchés actions que vraiment d'un problème de valorisation, à part bien sûr sur les valeurs de croissance, les valeurs qui sont basées, dont la valorisation est vraiment basée à 100% sur des revenus très lointains. Comme je l'ai expliqué, là pour le coup l'impact des taux va être beaucoup plus important. Et puis on a quelques niches dans les marchés boursiers comme les bancaires qui elles sont favorables à des taux plus élevés puisqu'elles prennent leur marge sur les taux, donc plus les taux sont élevés, plus elles peuvent marger dessus. Donc on a comme ça des petites niches. Impact très négatif sur les entreprises de croissance, à très forte croissance, impact plutôt positif de la hausse des taux sur les bancaires. Mais si je prends vraiment le marché en général, on voit que la hausse est plutôt modérée en termes de valorisation, mais attention, danger sur des flux sortants. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.